5 milliards de francs CFA traversent Ouagadougou dans une valise, sans alarme, révélant une circulation d'argent capable de bouleverser silencieusement des équilibres politiques déjà précaires. Derrière cette normalité apparente, une opération éclair cherche à acheter des loyautés militaires, mesurer des lignes de rupture interne et tester la capacité réelle de l'État à résister. Que signifie, pour le pays et pour le citoyen ordinaire, le fait que cette séquence place Ibrahim Traoré devant l'un des tests de souveraineté les plus sensibles de son mandat? Ce qui semble banal annonce pourtant un basculement stratégique aux conséquences durables. Cette analyse promet d'éclairer un enjeu précis au-delà du fait divers. Le bénéfice pour le lecteur, comprendre comment l'ingérence teste l'autonomie étatique. Il s'agit d'examiner comment une transaction discrète devient un test institutionnel majeur. Mais que révèle vraiment cette valise lorsque les pressions restent invisibles? Les enjeux touchent la loyauté militaire, la crédibilité de l'État et la souveraineté décisionnelle. L'objectif n'est ni l'éloge ni la condamnation, mais une lecture froide des mécanismes d'influence. Le récit s'appuie sur des faits vérifiables, des séquences datées et des effets observables. Il montre comment la patience, l'information et le tempo peuvent neutraliser une tentative d'ingérence. À travers ce cadre, le lecteur peut suivre les choix, leurs coûts et leurs conséquences. La figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un point de décision, non comme un slogan. Comprendre cette séquence aide à juger la résilience d'un État sous pression silencieuse et à anticiper ce que de tels tests impliquent pour l'avenir proche. Ce parcours clarifie les enjeux avant d'entrer dans le détail. Exactement 5 milliards de francs CFA n'étaient pas destinés à financer un projet, mais à provoquer un basculement interne ciblé au sein de l'appareil militaire. Les services burkinabés suivaient de l'opération depuis plusieurs semaines, convaincus que cette somme visible n'était que la partie émergée d'une stratégie plus large. Ce point de départ modifie profondément la lecture de l'événement. Ce qui pourrait passer pour une tentative de corruption isolée s'inscrit en réalité dans une séquence comprimée, où des années de pressions extérieures se concentrent en quelques rendez-vous discrets. Les enquêteurs ne s'arrêtent pas aux porteurs de la valise. Ils cartographient des communications, identifient des intermédiaires financiers et relèvent des signaux faibles circulant entre plusieurs capitales régionales et certains relais européens. À ce stade, l'affaire cesse d'être individuelle pour devenir systémique. Dans ce contexte, la présidence comprend rapidement que l'objectif dépasse l'argent lui-même. Il s'agit de tester la solidité du commandement militaire, de mesurer les lignes de rupture possibles et d'évaluer jusqu'où la loyauté peut être fragmentée sans déclencher de réaction immédiate. Cette mécanique rappelle des schémas déjà observés dans d'autres pays du Sahel où des dispositifs d'influence discrets ont précédé des crises ouvertes. Ibrahim Traoré se retrouve alors face à une équation délicate. Une réaction précipitée risquerait d'alimenter la suspicion interne, tandis qu'un silence prolongé pourrait laisser le réseau se consolider. Le choix opéré est celui du temps long, observer, documenter, laisser l'architecture de l'opération se dévoiler avant d'agir. Cette approche transforme une menace potentielle en source d'informations structurées, exploitables politiquement et institutionnellement. Le contexte général est donc celui d'une guerre d'interférences à bas bruit. L'argent n'agit pas seul, il s'insère dans un environnement fait de récits, de rumeurs, de promesses et de pressions croisées. Comprendre cette toile est essentiel pour saisir pourquoi cette valise devient soudain un révélateur de souveraineté. Elle ne symbolise pas seulement une tentative d'achat, mais un test méthodique des capacités d'un État à contrôler son tempo et à protéger ses centres de décision. Au cœur de la séquence émerge un personnage discret, rarement cité publiquement. Officier de terrain respecté pour son sens du discernement, il n'est ni idéologue ni ambitieux pressé. Son rôle n'est pas de décider, mais de percevoir.
Dès le premier contact, quelque chose cloche. Un interlocuteur étranger trop affable, des promesses trop précises, une insistance inhabituelle sur des garanties financières. Plutôt que de rompre, il choisit de suivre, convaincu que la menace réside moins dans la somme proposée que dans le réseau qu'elle cherche à activer. Cette décision produit des effets immédiats. Les rencontres se multiplient, les propositions se précisent et chaque échange devient une pièce versée au dossier. Avec quelques collègues triés sur le volet, l'officier consigne lieu, durée, intermédiaire et variation de discours. Rien n'est spectaculaire. Tout est méthodique. Cette discipline transforme une approche corruptrice en dispositif de renseignement silencieux, sans provoquer de rupture prématurée dans les unités concernées. Un premier impact se fait sentir dans les cercles militaires ciblés. Des rumeurs circulent, des questions émergent, et l'évocation d'un soutien extérieur suffit à troubler des équilibres fragiles. Pourtant, une ligne claire est maintenue, ne rien précipiter, tout documenter. Cette posture apaise les tensions naissantes et évite une polarisation qui aurait pu servir les intérêts des intermédiaires. Un second impact apparaît au niveau institutionnel. Les informations remontent, recoupées, contextualisées. L'appareil d'État gagne du temps et de la clarté. L'opération censée fragmenter la loyauté produit un effet paradoxal. Elle renforce la vigilance collective et prépare le terrain d'une décision politique fondée sur des preuves plutôt que sur des soupçons. Ici, un point mérite d'être souligné. La vigilance précoce évite une fracture irréversible. Tout commence par une phase d'activation presque anodine. Un nom circule à voix basse dans certains cercles militaires. Une proposition est évoquée sous couvert de transition apaisée et de garantie financière. Rien n'est formalisé. Les mots sont prudents, enveloppés d'un vocabulaire de stabilité et d'accompagnement. Les officiers approchés jouent le rôle des hésitants. En parallèle, un dossier discret est ouvert au sein des services compétents. Chaque détail compte. Un message elliptique, un numéro temporaire, un déplacement sans escorte officielle. La mécanique démarre sans bruit. Très vite, le rythme s'accélère. L'intermédiaire extérieur se montre plus insistant. Il évoque un avenir sécurisé, une reconnaissance internationale, une protection durable. Le ton reste poli, presque rassurant, mais le calendrier se resserre. Les rendez-vous quittent les lieux ouverts pour des espaces plus discrets. Hôtels du centre-ville, résidences anonymes, restaurants où personne ne pose de questions. À chaque étape, les soldats loyaux observent, enregistrent et transmettent. Ils n'indiquent jamais que la chaîne de commandement est déjà informée. Cette phase intermédiaire marque une montée en tension. Les propositions deviennent plus concrètes. Les montants sont évoqués, sans encore être montrés. Les interlocuteurs étrangers cherchent des signaux, même ambigus, d'adhésion future. Dans le même temps, les enquêteurs notent une multiplication des échanges indirects. Les contacts ne se limitent pas plus à une seule unité. Ils tentent de cartographier des affinités, d'identifier des points de rupture potentiels, de mesurer la vitesse de diffusion de l'offre. L'opération n'est pas improvisée. Elle suit une logique d'escalade contrôlée. Entre juillet et octobre 2024, les indices financiers confirment l'intuition initiale. Plusieurs flux sont repérés, totalisant plus de 5 milliards de francs CFA. Les transferts transitent par des structures écrans et des intermédiaires installés entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. L'argent ne circule pas au hasard. Il cible des profils précis, souvent formés à l'étranger ou occupant des fonctions charnières. Cette phase de préparation vise à créer des options, pas encore des ruptures. Le réseau teste sa propre invisibilité. Le point culminant survient début novembre 2024. L'intermédiaire pense conclure. Le lieu est choisi pour se fondre dans la foule. Les billets sont prêts.
Le scénario semble maîtrisé. Il ignore qu'une unité spéciale occupe déjà un espace voisin. Lorsque le signal convenu est donné, l'intervention est rapide et silencieuse. Les gardes sont neutralisés. La mallette est saisie. L'homme est interpellé. En quelques minutes, une opération destinée à fissurer l'État s'effondre sans affrontement public. Informé immédiatement, Ibrahim Traoré valide la mise sous scellé de la valise et autorise une diffusion contrôlée des premières conclusions. Ce choix marque une rupture stratégique. L'affaire n'est plus confinée à un cercle interne. Elle devient un fait établi, appuyé par des preuves matérielles. La communication est calibrée, suffisamment claire pour établir les faits, suffisamment mesurée pour éviter la panique ou la surenchère. Les répliques sont rapides. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les radios relaient l'information. Dans les rues, l'arrestation devient un symbole. La tentative de fragmentation se transforme en moment de cohésion. Cette séquence révèle un retournement central, une pression conçue pour affaiblir l'État renforce, par son échec, sa capacité à imposer le tempo. Le déroulé des événements montre ainsi comment une opération discrète peut produire un basculement politique visible. Avant l'interception, l'affaire n'était qu'un bruit diffus. Des soupçons circulaient, des récits se contredisaient, mais les chiffres manquaient pour établir une lecture solide. Après la saisie de la valise, la situation bascule. Les données deviennent exploitables, comparables et publiques. Trois repères chiffrés structurent alors le passage du soupçon à la preuve. Un premier repère se dégage, les flux financiers. Entre juillet et octobre 2024, plus de 5 milliards de francs CFA sont identifiés comme ayant transité par des circuits parallèles. Avant cette période, les services ne disposaient que d'estimations fragmentaires et d'alertes isolées. Après recoupement, les montants apparaissent concentrés sur un laps de temps court, révélant une logique d'injection rapide plutôt qu'un soutien étalé. En clair, l'argent ne finance pas une action ponctuelle, il alimente une architecture conçue pour produire un effet politique précis. Cette concentration temporelle montre une volonté d'accélération, pas de simple influence diffuse. Un deuxième repère apparaît, les communications. Les enquêteurs identifient 32 échanges cryptés en moins de 3 semaines entre des terminaux dédiés et des contacts situés hors du territoire. Pris isolément, ce chiffre pourrait sembler limité. Mis en perspective, il tranche avec la période antérieure, où les communications repérées se comptaient sur plusieurs mois. La densité soudaine des échanges indique une phase opérationnelle. Chaque message coïncide avec des rencontres physiques ou des déplacements ciblés. Autrement dit, la parole chiffrée accompagne l'argent et le calendrier des appels s'aligne sur celui des propositions financières. Cette synchronisation établit un lien direct entre coordination externe et tentative de basculement interne. Un troisième repère s'impose, la réaction sociale mesurable. Dans les 48 heures suivant l'annonce de l'arrestation, plus d'1 million de messages de soutien sont recensés sur les plateformes numériques locales. Avant la communication officielle, les discussions en ligne restaient dispersées et prudentes. Après, le volume explose et se structure autour d'un même récit. Ce contraste quantitatif révèle une cohésion largement sous-estimée par les réseaux d'influence. Là où l'opération misait sur la discrétion et la fragmentation, la réponse devient massive et visible, transformant un épisode clandestin en signal collectif. Ces trois indicateurs forment un ensemble cohérent. Les flux financiers montrent l'organisation matérielle. Les communications révèlent la coordination stratégique. La mobilisation sociale indique l'effet réel sur le terrain. Pris séparément, chacun éclaire une facette. Pris ensemble, ils dessinent une tentative structurée d'ingérence, appuyée sur des moyens financiers, un pilotage externe et une anticipation erronée des réactions internes.
La décision de rendre publics ces éléments modifie encore l'équation. Avant, les acteurs extérieurs pouvaient nier ou minimiser. Après, ils doivent composer avec des faits vérifiables. Cette exposition chiffrée, validée par Ibrahim Traoré, s'inscrit dans une stratégie précise. Déplacer le débat du registre émotionnel vers celui des données. Le soupçon devient démonstration. L'accusation devient séquence documentée. Ce basculement quantitatif explique pourquoi l'affaire dépasse le simple fait divers. Les chiffres ne servent pas à impressionner, mais à structurer la lecture. Ils permettent d'évaluer l'ampleur, la vitesse et l'impact d'une opération conçue pour rester invisible. En rendant ces repères lisibles, l'État transforme une menace discrète en objet de compréhension collective. La souveraineté cesse alors d'être un discours. Elle devient mesurable. Deux lectures s'affrontent après l'affaire des 5 milliards, chacune portée par des arguments cohérents qu'il faut examiner sans caricature. La première, défendue par certaines chancelleries et analystes internationaux, évoque une surréaction sécuritaire. Selon cette thèse, la dénonciation de l'ingérence et l'exposition publique des faits risquent d'alimenter une spirale de méfiance, d'isoler le pays et de fragiliser des coopérations jugées indispensables. Les partisans de cette lecture rappellent que la lutte contre l'insécurité repose encore sur des partenariats extérieurs et qu'une rupture brutale pourrait réduire les marges financières et opérationnelles de l'État. Le risque, selon eux, n'est pas théorique. Moins d'aide, moins d'investissement, davantage de pressions indirectes. La seconde lecture prend le contre-pied. Pour ses défenseurs, issus notamment de cercles académiques africains et d'une partie de l'opinion publique, le danger principal réside précisément dans la normalisation de ces dispositifs d'influence. Ils estiment que certaines formes de coopération, lorsqu'elles s'accompagnent de circuits financiers opaques, et d'intermédiaires non officiels minent progressivement l'autonomie décisionnelle. Dans cette perspective, l'affaire de la valise n'est pas une exagération, mais une preuve concrète que des réseaux parallèles cherchent à tester la loyauté militaire et la solidité institutionnelle. Ignorer ces signaux reviendrait à accepter une souveraineté conditionnelle. Ces deux positions ont une force interne réelle. Oui, l'isolement diplomatique comporte des coûts mesurables, surtout pour un État confronté à des défis sécuritaires persistants. La prudence dans la communication et le maintien de canaux ouverts sont des impératifs stratégiques. Mais l'argument inverse s'appuie sur des éléments factuels difficiles à écarter. Les flux financiers identifiés, la densité des communications cryptées et la coordination transfrontalière documentée établissent l'existence d'une tentative structurée d'ingérence. Il ne s'agit pas d'une perception, mais d'un événement vérifié. La réponse n'est donc pas binaire. L'affaire met en lumière une tension centrale entre coopération et souveraineté. Elle suggère qu'aucune des deux ne peut être pensée isolément. Coopérer sans vigilance expose à des interférences. Se protéger sans méthode expose à l'isolement. La ligne viable se situe entre les deux, éclairée par des preuves, des règles claires et un contrôle du tempo. C'est dans cet espace étroit que s'inscrit la posture assumée par Ibrahim Traoré. Ni rupture spectaculaire, ni acceptation silencieuse, mais une stratégie fondée sur l'exposition mesurée des faits. Le débat reste ouvert, mais il se déplace, moins idéologique, plus ancré dans des données et des conséquences observables. Un élément devient alors évident. L'intermédiaire n'était qu'un maillon. Les documents saisis après l'arrestation modifient radicalement la compréhension de l'affaire. Ils montrent que l'homme interpellé n'agissait pas seul, ni même en chef d'orchestre. Il faisait partie d'une chaîne plus large, active simultanément dans plusieurs capitales régionales, avec des rôles répartis et des temporalités coordonnées. Cette découverte déplace le centre de gravité du récit. L'objectif n'était pas d'acheter une décision ponctuelle,
mais de tester un système entier à un moment jugé propice. Cette révélation intervient alors que l'armée burkinabé engage une réorganisation interne sensible. Le timing n'est pas fortuit. Les échanges internes suggèrent une volonté de mesurer la résistance du commandement, d'identifier des points de friction et d'évaluer la vitesse de réaction institutionnelle. Autrement dit, la valise n'est qu'un outil. L'enjeu réel est l'audit clandestin d'une souveraineté en recomposition. Face à ce constat, la posture politique évolue. Plutôt que d'enfermer l'affaire dans le secret, Ibrahim Traoré opte pour une exposition partielle et maîtrisée des faits. Ce choix produit un effet inattendu. Les acteurs habitués à opérer dans l'ombre se retrouvent donc contraints de réagir publiquement, tandis que l'opinion nationale s'approprie le récit sur la base d'éléments concrets. Le milieu du récit marque ainsi un basculement. Il ne s'agit plus seulement de déjouer une opération, mais de comprendre que l'exposition contrôlée peut devenir un levier stratégique. L'illusion d'un incident isolé disparaît. Reste la réalité d'un test systémique, désormais visible. Les effets de l'opération déjouée se déploient en cercles distincts, chacun révélant comment un événement clandestin peut produire des transformations tangibles. À chaque niveau, la décision d'exposer les faits agit comme un accélérateur. Ce qui devait rester invisible devient structurant. Pour les institutions et l'armée, la première conséquence est organisationnelle. La diffusion contrôlée des éléments financiers et des communications installe une norme nouvelle, la transparence comme outil de défense. Les rumeurs de loyauté achetable, auparavant corrosives, sont neutralisées par la preuve. Les chaînes de commandement se resserrent, les procédures d'alerte sont clarifiées et des modules spécifiques de prévention des interférences sont intégrés aux formations. Cette clarification réduit l'espace d'action des réseaux clandestins et renforce la cohésion interne. L'autorité gagne en lisibilité parce qu'elle s'appuie sur des faits vérifiables plutôt que sur des injonctions abstraites. Pour les acteurs économiques et financiers, l'impact est plus ambivalent. Les révélations sur les circuits parallèles déclenchent une série d'audits ciblés, notamment dans les secteurs sensibles. À court terme, cette vigilance accrue crée des frictions. Certains projets sont ralentis, des contrats réexaminés, des flux requalifiés. À moyen terme, cependant, le signal est clair. L'opacité devient un risque opérationnel. La crédibilité de l'action publique se renforce auprès des acteurs prêts à opérer dans un cadre plus lisible, tandis que les montages ambigus perdent en attractivité. Sur le plan diplomatique et régional, les réactions sont contrastées. Certaines chancelleries expriment un scepticisme prudent, d'autres adoptent une réserve calculée. Cette hésitation traduit un malaise. Les preuves rendues de public rendent difficile toute contestation frontale. En parallèle, plusieurs États du Sahel s'allument la vigilance affichée, y voyant un précédent. Le pays cesse d'être perçu uniquement comme un espace de fragilité. Il s'affirme comme un acteur capable d'imposer ses conditions narratives et de contrôler le rythme de l'exposition. Au niveau de la société civile et des citoyens, l'effet est moins immédiat mais potentiellement le plus durable. La mobilisation observée après l'annonce de l'arrestation révèle une appropriation collective de l'enjeu souverain. Dans les quartiers comme dans les zones rurales, l'affaire est discutée non comme un scandale, mais comme une démonstration de résistance. Des débats émergent, des associations civiques renforcent leur vigilance et la question des interférences devient un sujet de conversation ordinaire. La peur diffuse cède la place à une attention active. Pris ensemble, ces quatre cercles produisent un renversement. Une tentative conçue pour fragmenter génère une recomposition. L'argent destiné à fissurer l'État contribue, par son interception, à renforcer des liens institutionnels, économiques, diplomatiques et sociaux.
En assumant l'exposition des faits, Ibrahim Traoré transforme une séquence défensive en levier de consolidation. La souveraineté ne se proclame pas. Elle se manifeste ici par des effets concrets, mesurables et partagés. À partir des dynamiques observées après l'affaire des 5 milliards, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne relèvent ni de la spéculation sensationnaliste, ni de la prédiction définitive. Chacune dépend de conditions identifiables et de choix déjà engagés. Dans un scénario de continuité prudente, le plus probable à court terme, la ligne actuelle est maintenue sans rupture spectaculaire. Les institutions consolident les procédures mises en place. L'armée affine ses mécanismes de prévention des interférences et la communication reste mesurée. Les audits financiers progressent par étapes, corrigeant certaines zones grises sans provoquer de choc systémique. Sur le plan extérieur, la pression diplomatique persiste mais reste contenue. La stabilité institutionnelle s'améliore lentement, au prix d'une croissance modérée et d'arbitrage constant. Si cette trajectoire prévaut, alors l'État gagne en résilience progressive, sans transformer immédiatement son positionnement régional. Dans un scénario plus favorable de montée en puissance régionale, plusieurs conditions doivent converger. Si la coopération entre pays du Sahel se renforce concrètement, notamment en matière de sécurité et de flux économiques, un effet de levier apparaît. La mutualisation de certaines capacités, la coordination sur des dossiers sensibles et une parole plus alignée créant un espace d'influence accru. Dans ce cas, l'affaire des 5 milliards devient un point d'appui narratif. Elle sert de preuve qu'un État peut reprendre l'initiative face à des interférences discrètes. Si cette dynamique s'installe, alors la crédibilité externe s'améliore et de nouveaux partenariats régionaux deviennent envisageables sans dépendance excessive. Un scénario plus inquiétant reste néanmoins possible. Si les pressions extérieures s'intensifient sous forme de sanctions indirectes, de restrictions financières ou de tentatives de déstabilisation renouvelées, les équilibres internes pourraient être mis à l'épreuve. Une contraction des financements, combinée à des tensions sociales latentes, fragiliserait les acquis récents. Dans ce contexte, chaque décision deviendrait plus coûteuse politiquement. Si cette trajectoire s'impose, alors la cohésion observée pourrait se fissurer non par manque de volonté, mais par accumulation de contraintes. Face à ces trois chemins, une recommandation de lecture s'impose. Aucun scénario n'est figé. Les choix opérés aujourd'hui en matière de transparence, d'alliance et de gestion du tempo orientent la trajectoire réelle. La leçon centrale est conditionnelle. Si la souveraineté est traitée comme un processus mesurable plutôt qu'un slogan, alors les marges de manœuvre restent ouvertes. Au-delà des institutions et des chiffres, l'affaire des 5 milliards produit des effets concrets sur des groupes bien réels dont les attentes et les inquiétudes diffèrent, mais convergent autour d'un même point, la confiance. Pour chacun, la séquence agit comme un révélateur, modifiant la manière de percevoir l'État, la sécurité et l'avenir proche. Chez les leaders d'opinion, analystes et journalistes, l'événement provoque un déplacement intellectuel. Les cadres d'analyse habituels, souvent centrés sur l'aide, la coopération ou la stabilité formelle, sont interrogés. Le débat se déplace vers les mécanismes réels d'influence et les zones grises qu'ils produisent. Cette relecture nourrit des discussions plus exigeantes, moins naïves, où la question n'est plus seulement qui aide, mais à quelles conditions et avec quels effets invisibles. Pour ce groupe, l'affaire devient un cas d'école, appelé à structurer d'autres lectures régionales. Pour les jeunes engagés, militants civiques et étudiants, l'impact est plus direct. L'idée que des décisions majeures puissent être tentées dans l'ombre renforce l'exigence de vigilance et de participation. L'affaire circule comme un récit pédagogique.
Elle montre que l'implication citoyenne ne se limite pas au vote ou à la protestation visible. Elle inclut l'attention portée aux signaux faibles, aux récits officiels et à la cohérence entre discours et actes. Cette prise de conscience alimente des formes d'engagement plus continues, moins spectaculaires mais plus durables. Du côté des citoyens ordinaires, notamment dans les quartiers et les zones rurales, l'effet est plus subtil. La séquence s'invite dans les conversations quotidiennes autour de notions de dignité, de loyauté et de protection collective. La politique cesse d'être perçue comme un jeu lointain. Elle se relie à des gestes concrets et à des choix interprétés comme protecteurs ou risqués. Cette proximité change la relation à l'État, fait moins d'attentes abstraites et plus d'observations attentives. Ces trois regards dessinent un point commun. La souveraineté devient une expérience vécue, discutée et évaluée. C'est dans cette appropriation progressive, faite de débats et de vigilance partagée, que se joue la profondeur réelle de l'événement. Transformer l'échec d'une opération clandestine en capacité durable exige une trajectoire lisible, séquencée et mesurable. À la suite de l'affaire des 5 milliards, les autorités articulent une réponse en plusieurs étapes, chacune visant à réduire des vulnérabilités clairement identifiées, sans basculer dans l'affichage symbolique. La première étape consiste à réviser les partenariats stratégiques. Les accords existants, notamment dans les secteurs sensibles, sont passés au crible afin d'identifier les clauses asymétriques et les zones d'opacité. Le calendrier est resserré. Les 6 premiers mois servent à prioriser les dossiers à renégocier. Le critère d'évaluation est simple: davantage de transparence contractuelle et une valeur ajoutée locale plus clairement mesurable. L'objectif n'est pas la rupture, mais la rééquilibration. La deuxième étape vise à renforcer la traçabilité financière. Des outils de suivi des flux publics et parapublics sont consolidés pour réduire l'espace des circuits parallèles. Une plateforme de contrôle, accessible aux organes de supervision, vise à détecter plus tôt les anomalies. Le succès se mesure par la rapidité d'alerte et la diminution des zones grises plutôt que par des annonces spectaculaires. La troisième étape cherche à consolider la cohésion militaire. Des modules ciblés sont intégrés aux formations pour prévenir les interférences, clarifier les procédures et aligner doctrine, éthique et commandement. Les indicateurs portent sur la clarté des chaînes décisionnelles et la vitesse de remontée des signaux faibles. La loyauté devient un critère valorisé par des pratiques, non par des discours. La quatrième étape consiste à associer la société civile. Programmes civiques, débats publics et canaux de signalement élargissent la vigilance au-delà des institutions. L'engagement est évalué par la participation et la qualité des informations remontées, pas par la mobilisation ponctuelle. Assumée au sommet par Ibrahim Traoré, cette feuille de route privilégie le mesurable au déclaratif. Elle vise une souveraineté opérante, évaluée par des résultats concrets et révisables afin de transformer une crise en capacité collective durable. Lorsque la mallette est saisie, l'image s'impose comme un rappel silencieux. Un objet ordinaire, sans signe distinctif, devient le symbole d'un moment où une menace invisible est rendue lisible. Ce retour au point de départ renvoie aux premières heures de l'affaire, quand tout semblait banal, presque anodin, avant que la mécanique réelle ne se dévoile progressivement. Le geste discret de l'officier attentif, évoqué plus tôt, prend alors tout son sens. Il incarne cette vigilance patiente qui transforme un détail en pivot stratégique. Avec le recul, l'épisode ne se résume ni à une arrestation, ni à une victoire tactique. Il marque un déplacement plus profond. La souveraineté cesse d'être un concept abstrait, souvent invoqué sans prise concrète. Elle se matérialise dans des décisions graduées,
des procédures renforcées et une attention collective portée aux signaux faibles. Ce passage du symbolique au mesurable constitue le cœur du récit. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme une figure isolée que comme un point de convergence. Les les choix opérés au sommet ne prennent sens que parce qu'ils rencontrent une chaîne de vigilance faite d'institutions, de professionnels et de citoyens ordinaires. La mallette, initialement conçue pour fragmenter, devient ainsi un rappel durable. Ce qui circule en silence peut, s'il est ignoré, orienter le destin d'un État. Une phrase s'impose comme un écho final: la loyauté ne se négocie pas, elle se construit. Cette histoire ne se referme pas avec la saisie d'une valise ni avec la publication de chiffres. Elle ouvre un espace de réflexion qui dépasse largement le cas burkinabé. Elle interroge toute société confrontée à des formes d'influence discrètes, présentées comme ordinaires, parfois même bienveillantes. L'enjeu n'est pas de désigner des coupables abstraits, mais de comprendre comment ces mécanismes opèrent lorsque l'attention faiblit. Pour l'observateur extérieur, le récit pose une question exigeante. Comment reconnaître l'ingérence lorsqu'elle emprunte les codes de la normalité, du partenariat ou de l'assistance technique? Pour le citoyen, il rappelle que l'autonomie d'un État ne repose pas uniquement sur des décisions prises au sommet, mais aussi sur une vigilance diffuse, faite de discussions, de doutes et de demandes de comptes. La trajectoire incarnée par Ibrahim Traoré ne se présente pas comme un modèle à copier, mais comme un point de départ pour un débat plus large. Chaque pays affronte ses propres dilemmes, ses propres valises, visibles ou non. La souveraineté, ici, apparaît moins comme un slogan que comme une pratique collective lente et exigeante. Face aux pressions invisibles, choisirons-nous l'indifférence confortable ou l'engagement lucide?